I've travelled here to Paris, France to speak to one of my all-time idols, Christophe Michalak. I am pinching myself with how lucky I am to sit down with one of the most world-renowned pastry chefs. Now I'm sitting with Christophe to ask him all the things I've wanted to know. What inspires him, his inspiration, his signature products, and what is the future of French patisserie and how does it fit with other cultures, countries and upcoming trends. Kirsten, déjà c'est un honneur de vous avoir ici. Pour moi, vous êtes vraiment la plus grande pâtissière et la personne qui éclaire le mieux la pâtisserie dans ce fameux pays qui est l'Australie. Donc c'est un honneur pour moi de vous avoir ici. Alors ma pâtisserie, comment elle peut se résumer? Il y a 18 ans, lorsque j'étais un jeune chef pâtissier dans un grand palace parisien qu'on appelait l'Hôtel Plaza Athénée, j'ai développé une pâtisserie axée un peu haute couture, très lookée, très design, et tout le monde a beaucoup communiqué sur mon travail parce que c'était très joli et très in. Ensuite, il y a 7 ans, lorsque j'ai créé ma propre entreprise avec mon épouse, j'ai voulu arrêter, faire une rupture entre ce qu'il y avait avant et ce que je voulais faire maintenant. Et lorsque j'ai ouvert ma pâtisserie, j'ai développé des gâteaux un peu la pâtisserie de la rue, des gâteaux moins gras, moins sucrés, faciles à transporter, faciles à manger, totalement différents de ce que j'ai pu faire auparavant. Et maintenant, quelques années plus tard, eh bien, je veux que ma marque devienne une institution. Je veux que mes gâteaux me représentent. Et en fait, j'ai tendance à dire, goûtez mes gâteaux, vous saurez qui je suis. J'essaie de faire des gâteaux qui ont des goûts francs, qui sont sexy, mais qui sont très goûteux, qui ont de la texture, du goût, des saveurs et qui procurent des émotions. Mais tout ça, ça doit rester dans une forme de simplicité. Parce que les gâteaux de couture, j'en faisais il y a très longtemps, c'était très compliqué, il y avait beaucoup de décors, voilà, tout ça je veux plus faire. Je veux aussi des gâteaux qui soient plus sains à manger. On n'utilise que des œufs bio, on utilise des colorants naturels à base de légumes. Là sur mon cœur, on utilise un colorant à base de radis. On utilise de plus en plus des sucres non raffinés, comme du sucre muscovado ou de la cassonade. Voilà, je veux des choses simples et des choses bonnes pour mon organisme. Voilà, c'est la pâtisserie qui me ressemble le plus maintenant. Patisserie is changing very quickly, and I think with social media, Instagram, it changes and fashions and trends get picked up by other people fast. Sure. What do you see in the future for trends in patisserie? Alors c'est une très bonne question. Déjà, il faut faire attention à cette nouvelle tendance et cette nouvelle génération grâce à cette application magnifique qui est Instagram. Instagram, c'est fabuleux pour les photos. Et c'est vrai que la pâtisserie se prête à Instagram parce qu'elle est toujours très jolie en photo, la pâtisserie. Mais il faut bien faire la différence entre faire un gâteau en 8 heures de temps et faire un gâteau en quelques heures, en quelques minutes. Les gâteaux que nous on représente, ce sont des gâteaux qui sont vendus dans une pâtisserie. C'est mon quotidien, c'est le vrai métier, c'est la vraie vie, c'est la vraie pâtisserie. Il faut faire très attention entre le look que peut avoir une pâtisserie pour une photo qui va demander beaucoup de temps, qui ne va pas être forcément très bonne. Ça, il faut faire très attention à ce miroir qui est Instagram et qui est concentré que sur le look et sur la photo. Comment je vois les choses? Eh bien, je pense que la pâtisserie de demain, elle sera plus saine. Pour moi, c'est ça le plus important. Une pâtisserie où on peut manger, une pâtisserie bien-être, entre guillemets. Une pâtisserie qui est un peu moins sucrée, un peu moins gras, il y a un peu moins de gélatine, il n'y a que des bons ingrédients à l'intérieur et avec un maximum de fraîcheur. Pour moi, c'est ça la pâtisserie. En France, j'ai tendance à dire que pâtisserie ne rime pas avec pharmacie. Une pâtisserie, il faut qu'elle soit bonne, goûteuse, il faut qu'elle procure des émotions. Voilà, il ne faut pas qu'on parte, il ne faut pas qu'on sorte de ça. Pâtisserie doit rimer avec émotion et pas forcément avec pharmacie, c'est-à-dire un minimum de sucre, un minimum de matière grasse. Il faut quand même qu'on ait du plaisir dans tout ça. You've done a lot of television shows, you're very successful in everything that you've done. You've done cookbooks, you've got really fantastic patisseries. What is next for Christophe Michalak? Ah, good question again. Je pense que la prochaine étape, en fait, c'est très bien résumé.
J'ai rêvé d'être chef pâtissier, j'ai réussi à l'être dans une grande maison. J'ai rêvé d'éclairer mon métier. Donc j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de livres. Donc tout ça, ça s'est fait naturellement. Et sur le tard, j'ai décidé d'être entrepreneur, d'être chez moi, sans associé. Et c'est chose faite. Donc maintenant, on a 40 employés, 4 pâtisseries en France et bientôt 3 au Japon. Donc je suis très fier de ça, tout seul, sans associé. Qu'est-ce que je peux souhaiter pour demain? Eh bien que mon nom devienne une forme d'institution. Je rêverais que mon nom soit… Je rêverais d'être le digne successeur de mes maîtres qui sont certainement le nôtre et Pierre Hermé. Voilà, des gens qui ont passé leur vie à éclairer la pâtisserie, à rendre la pâtisserie sexy. Et c'est grâce à eux que la pâtisserie est connue à travers le monde. For me, France is the leader in patisserie, but there's lots of countries coming up in Sure. patisserie. For you, which is the strongest country other than France? Alors pour moi, le pays qui représente le mieux la pâtisserie, c'est la France. C'est une vraie culture chez nous de manger sucré, que ce soit la religieuse, le millefeuille, le Saint-Honoré, le flan. Il y a de multiples gâteaux qui sont maintenant connus dans le monde entier. Il y a plein de nations qui commencent vraiment à monter très fort. L'Australie en fait partie. Bien évidemment, aux États-Unis, il y a des choses qui se font et qui sont sympathiques. Si on regarde les pays qui sont proches de la France, comme la Belgique, la Suisse, notamment l'Italie ou l'Espagne, le niveau devient de plus en plus haut. Mais j'ai tendance à dire que voilà, le summum de la pâtisserie, le culte de la pâtisserie reste en France. Donc pour vous que ça dure. And how do you feel about patisserie in Japan? Do you think patisserie in Japan is just pastry chefs from France in Japan? Alors j'ai une grosse théorie là-dessus. Tous les chefs pâtissiers japonais se sont formés dans les années 60-70 en France et ont développé la pâtisserie française avec leur niveau, le niveau japonais qui est très strict, très rigoureux. Et c'est vrai que dans les années 2000, je trouvais que la pâtisserie au Japon, donc la pâtisserie française réalisée par des chefs pâtissiers japonais dans les années 2000, était supérieure à Tokyo qu'à Paris. Et là, depuis quelques années, les Français se sont réveillés. Et là, on va dire dans les années 2010, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et je trouve que maintenant, Paris-Tokyo, on est à the same level. On est vraiment kiff-kiff et que le niveau est vraiment fabuleux. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que pour moi, il y a 2 capitales où la pâtisserie est au summum, c'est Paris et Tokyo. Why do you see any other products becoming fashionable? En fait, il y a eu une époque de concept. Les concepts sont arrivés à peu près vers le 2005. C'est à l'époque où 2 personnes essayaient de faire une compétition, un peu comme dans mon époque Agassi et Pete Sampras en tennis. Il y a eu 2 personnes qui étaient très créatifs et qui ont essayé de faire des choses. Alors c'est très prétentieux de parler de soi, mais c'était Christophe Adam, mon copain, et moi-même qui était au Plaza. Et Christophe a développé un concept d'éclair. Moi, j'avais développé un concept de macaron et surtout un concept de chou aux États-Unis qui a été repris à Paris, qui s'appelle Popoleni. Et ça a été les premiers concepts dans les années 2005-2010 et tout premier concept store autour de la pâtisserie. Maintenant, on a vu des concepts qui ont ouvert partout autour du merveilleux, de la meringue, autour du baba. Mais tout ça n'a pas survécu en fait. Donc le concept c'est bien, mais c'est très difficile parce que je pense que le consommateur a besoin de changement. Donc on a essayé de faire des concepts que de tartes, que de glace, que de chocolat. Mais en fait c'est très compliqué et très difficile. What do you think about the life of competitions, patisserie competitions? Do you think… Si, c'est une bonne question. À mon époque, pour exister, il fallait gagner un concours. À mon époque. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut se créer une vie ou une nouvelle vie. Et c'est vrai que maintenant, via Instagram, on peut faire rêver les gens. Mais ce qui me fait peur maintenant, c'est que les grands concours comme la Coupe du Monde de la pâtisserie
le World Chocolate Master et tous ces genres de concours, eh bien, la nouvelle génération n'a plus forcément envie de combattre et de s'inscrire dans ces concours parce qu'ils peuvent exister à travers Instagram ou Facebook ou d'autres supports comme ceci. Voilà, il faut juste faire attention. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'évoluer. Et pour évoluer, les concours sont nécessaires. C'est en faisant des concours, en se mesurant aux autres, eh bien, qu'on arrive à grandir et évoluer. Voilà, et pour moi, je serai toujours un défenseur des grands concours comme la Coupe du Monde, le Meilleur de France, le World Chocolate Master. Voilà, tout ça, c'est très important pour l'univers et l'avenir de la pâtisserie. Okay. Do you think social media, Instagram and Facebook, is good for patisserie or it's bad? Non, je pense que c'est très bien, mais la génération de pâtissiers doit faire attention de ne pas exister forcément que sur les réseaux sociaux, parce que c'est très facile de se créer une nouvelle vie sur les réseaux sociaux en faisant des jolies photos, en faisant des photos de soi, hey, toujours de bonne humeur, sympa. La vie, ce n'est pas forcément ça. La vie, elle est faite de haut et de bas, et ainsi que les gâteaux en général. Donc, c'est très bien, je pense que c'est nécessaire et c'est des applications qui ont fait grandir la pâtisserie parce que la pâtisserie, elle est graphique, elle est jolie en elle-même. Voilà, attention au dérapage, attention à la chute. Comme je dis souvent, une carrière, comme les grands sportifs, les meilleurs sportifs au monde, ils ont réussi à durer dans le temps. Et les grands pâtissiers doivent avoir cette capacité à durer dans le temps. C'est-à-dire, via Instagram, on peut devenir une star très rapidement. Ce qui est important, c'est à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est d'être toujours aussi doué, aussi créatif et se remettre en question. Je pense à des professionnels qui sont peut-être un peu moins connus sur Instagram, comme Jean-Paul Évin, qui est là depuis 40 ans, à Pierre, mais voilà, des grands pâtissiers qui se sont remis en question tout le temps, et qui n'ont pas été forcément stars d'un moment. C'est ça qui est important, c'est de durer. Je pense qu'elle va augmenter, mais je pense qu'on ne peut pas tout faire. Déjà, moi personnellement, 70% de mes produits, j'arrive à les faire sans farine de blé. Je travaille des œufs bio, je travaille des colorants naturels, donc je fais de plus en plus attention à ce que je fais. La pâtisserie végane, c'est un vrai style différent. Les 4 fondamentaux de la pâtisserie française, c'est les œufs, le beurre, la farine et le sucre. Si j'enlève tout ça, il n'y a plus de pâtisserie comme on la connaît. Donc je pense que dans l'avenir, il y aura une consommation et des clients pour la pâtisserie végane, mais on ne peut pas tout changer. Et même moi, qui ne mange pas de viande, entre guillemets, et qui fait attention à ce que je mange, je veux rester dans la pâtisserie que j'aime. Voilà. Donc je pourrais faire une pâtisserie de temps en temps sans farine de blé, sans gluten, 1 ou 2 produits véganes peut-être, mais pas tout. Il me faudra des spécialistes pour ça. Oui, je vais dire autre chose. J'ai eu en fait dans les années 2000, quelqu'un était parti à Sydney et m'a dit « j'ai vu un gâteau extraordinaire qui s'appelait la pavlova ». Et moi à l'époque j'ai dit « la quoi ?» La pavlova, j'ai dit « qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « c'est un biscuit meringué soufflé avec de la crème et des fruits, c'est incroyable, c'est dingue ». Quelques années plus tard, j'ai la chance d'aller à Sydney et je cherche partout la pavlova. J'en trouve nulle part. Et lorsque je suis rentré en France, j'ai gardé en tête le souvenir de ce que disait mon ami, une meringue soufflée, de la crème chantilly et des fruits frais. Et dans les années 2005-2006, au Plaza Athénée, j'ai développé une pavlova au mètre, très rectangulaire, très grande comme ça, avec des litchis, framboises et citron vert. Et ça a été un vrai succès. Tout le monde a adoré ce gâteau et tout le monde venait pour goûter la pavlova en 2005. Maintenant, tout le monde fait des pavlovas et tout le monde, plus personne ne sait d'où ça vient. On ne sait même plus que la pavlova est un vrai dessert d'origine australienne ou néo-zélandaise, on ne sait pas trop. Mais c'est grâce à un ami qui était revenu d'Australie, il m'a donné l'idée, j'ai gardé ça en tête, j'ai redéveloppé une pavlova et c'est devenu maintenant
presque je pense que les Français essaient même de s'approprier le dessert de la pavlova en disant que c'est français, alors que ça vient d'Australie. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. If you enjoyed that episode, you will love my channel. Subscribe today for even more tutorials on chocolate and baking. Best of all, it's free, so get on it.